Bonjour à tous, je ne vous présente plus Martin Windel, célèbre guide naturaliste belge qui a déjà participé à nos émissions de Flandre TV. Et je vais donc laisser les paroles à Martin pour qu'il nous explique un peu le programme de la journée et à quel endroit nous nous trouvons actuellement. Ici, on est dans la région côtière qui se situe entre, disons, entre Blankenberg et quelques villes ici aux alentours qui forment ce qu'on appelle les polders de Uitkerk. Uitkerk, c'est simplement un nom qui vient d'un ancien quartier de Blankenberg. Uit, dehors, et l'église, donc c'était à l'extérieur du village. Et c'est un milieu très particulier, non pas seulement en Flandre ni en Belgique, mais en Europe. C'est très rare d'avoir encore des blocs comme ça de prairies protégées. Alors ici, comme c'est très salé, on a automatiquement des plantes et des animaux particuliers à ces milieux halophiles. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont ceux qui viennent ici en hiver faire une petite balade, une petite visite. Ce sont les oies qui viennent du nord. On parle de nord de l'Europe, du continent, des voyages qui sont quand même faramineux pour ces animaux. On va dire entre Ostende et Knokke, on a pratiquement 90% des oies bec court du Spitsberg, du Svalbard qui viennent ici. Svalbard, Spitsberg, ouais, donc quand même, ça fait quand même quelques milliers de kilomètres. Oui. On est quand même bien au nord de la Norvège, donc on est quand même... Oui. Et finalement, c'est sa limite sud ici où elle descendra encore plus bas. Pour l'instant, elle ne descend pas plus bas. Il y a le problème de la chasse. Oui. Hein, et alors, tu veux dire côté français en fait? Oui. Hein. Où là, il est compliqué d'avoir des eaux opposées quand même dans les polders maritimes, arrière d'un carquois. Il faut des marais maritimes, il lui faut de l'espace. Les oies n'aiment pas être confinées. D'accord. Ça, c'est une chose. 3, elles n'aiment pas trop tous les éléments qui pourraient faire disparaître un homme. Il leur faut de l'espace autour d'elle pour qu'elle puisse décoller, parce que c'est quand même un animal lourd. Elle ne sait pas décoller comme un canard, elle ne sait pas décoller très très vite. Donc elle a une distance de fuite qui est quand même beaucoup plus importante que celle d'un canard. Et donc elle a besoin de cette tranquillité, de cette nourriture, un tas de conditions. Il faut le milieu, mais il faut aussi le fait qu'on leur fiche la paix. D'avoir une densité de population peut-être beaucoup plus faible ici, une présence dans les polders qui est humaine. Qui est une pression humaine qui est moindre. Autant par les activités. Tu vois aussi les distances. Entre ici et la ferme là-bas, il y a moyen d'avoir un groupe d'oies en plein milieu, ce qui permet de se nourrir. Chaque fois qu'elle décolle, c'est une partie de leur énergie qu'elle doit utiliser, alors qu'elle est occupée justement de faire des réserves de graisse, parce qu'elle va devoir remonter. Aujourd'hui, on va essayer donc de vous montrer ces troupes d'anatidés en général, donc des canards, des oies. En particulier, on va d'ailleurs, il y a des oies qui sont en train de passer au-dessus de nous, vous allez peut-être les entendre. En tout cas, on vous promet de vous en montrer en plus gros plan dans ce reportage. Et on va suivre plus particulièrement cette oie bec court, qui est quand même une oie assez rare, et dont on a la chance d'avoir cette population hivernante à proximité de chez nous. Il faut voir qu'on est à 3/4 d'heure de Dunkerque, donc voilà, même pour les flamands français, il est très facile de venir admirer ces oiseaux ici en hiver à Uitkerk. Alors, la troisième en partant de la gauche, 1, 2, troisième, elle va bientôt être deuxième. Voilà, elle n'a pas de blanc autour du bec. Troisième, la quatrième aussi. Pas de blanc autour du bec. Pas de barre au ventre. Il y a pas mal de juvéniles.
ici, de gauche à droite, dans le groupe, tu as une cendrée, puis tu as une bernache du Canada, puis tu as d'autres dans ces bernaches du Canada, tu en as 2 ou 3. Ça pourrait être des hybrides, ça peut être des croisements entre... Oui, il y aurait apparemment des croisements possibles avec des nonnettes. Tout le reste, c'est des Canada. En fait, des connes. Nous sommes ici donc au centre d'accueil, quelque part, qui est un refuge. Pour ça, vous entendez quelques bruits de tasses à café. Donc c'est un lieu où on vient échanger les observations de la journée entre ornithologues, entre passionnés d'environnement. Donc nous avons la chance extrême d'avoir donc un couple de spécialistes. Donc je vous présente le professeur Eckhard Kuiken et son épouse Christine Verscheur, qui sont tous les deux des spécialistes. On dit souvent des spécialistes flamands, mais je dis que européen est déjà pas mal du tout, et si c'est pas au-delà de ça. Et donc depuis combien d'années finalement vous suivez ces ours? Plus que 40 ans. Plus de 40 ans? Plus que 40 ans, nous travaillons ensemble, mais pour moi, l'histoire des oies, ça va plus loin, parce que j'ai découvert les oies à Dame, février 58. Ah oui, effectivement, là... Cet instant, j'ai eu l'occasion de suivre les oies. Il n'y avait personne qui savait qu'il y avait des oies qui passent l'hiver ici dans la région. Ouais. Et surtout, certainement pas les oies bécourt. C'est absolument inconnu. Et j'ai pu suivre cet effectif, mais je n'ai pas seulement compté les oies, j'ai aussi essayé de protéger le site d'importance pour l'hivernage. Et d'abord, j'ai discuté avec les chasseurs et avec les comptages que j'avais déjà comme 15 ans, j'avais déjà des arguments pour un peu modérer la pression de chasse. Et il y avait 2 personnes, le comte Lippens, qui était le fondateur du réserve du Zwin. Du Zwin, oui, tout à fait. C'est lui qui a convaincu les chasseurs régionaux, leurs amis, de plus chasser les oies au mois de décembre et janvier. D'accord. Et à ce moment-là, les effectifs des oies commençaient à monter. Et j'ai convaincu le ministère de l'Agriculture de protéger les oies d'une manière officielle dans la région, non seulement en Dame, mais une région un peu plus large. Jusqu'au littoral. Jusqu'au littoral. Mais puis il y avait l'hiver très douloureux, mais vous vous rappelez, l'hiver de 78, 79. Oui. Et dans cet hiver, toutes les oies de l'Europe venaient vers la France. Oui. Ils sont restés, heureusement, pas mal d'eux sont restés ici. Les autres sont chassés en France. Mais cet hiver a changé la répartition des oies d'une manière très fondamentale. Et la répartition, c'était l'occupation de toutes les frontières à côté est de la région. Et j'ai convaincu à 81, 82, le ministère de l'Agriculture de protéger les oies arctiques, les oies rieuses, les oies bécourt et les bernaches pendant tout l'hiver, mais pendant leur zone d'hivernage, leur zone de repos. Et à ce moment-là, les effectifs sont augmentés. L'impact a été direct sur les populations. Voilà. Donc du coup, on va rebondir sur le réchauffement climatique de ce fait-là. Est-ce que vous voyez les effectifs se modifier? Christine, peut-être en dire un mot? Oui, on a l'expérience que de plus en plus, il reste en hiver en Danemark. Au Danemark, d'accord. Parce que là, il y a la nourriture et ici, il y a beaucoup Il y a le même genre de biotope, il y a des polders également, j'imagine. Là-bas. Oui, c'est moins. Ils ne font plus le déplacement. Le déplacement, puisqu'ils ont les conditions d'ici, ils les retrouvent là-bas. Et c'est ça qu'on peut, si je peux montrer les effectifs de Bécourt. Oui, tout à fait. C'est l'espèce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui en plus. Ça, c'est la population totale de Spitsbergen, de Svalbard. D'accord. Ah oui. Et ça, c'est les effectifs, le maximum
chaque hiver. Ici, Chaque hiver. donc, sur le Gers flamand. En Ok. Belgique. Vous voyez ici, fin des années Ouais, 90, on avait il y quasiment avait presque tous les oies la population qui étaient totale. ici. Ouais. L'autre espèce qui est intéressante, warieuse, viennent Plutôt de Sibérie, du nord de l'Europe ici, de la région de Ob, la grande delta de l'Ob, vers la côte. Quoi. D'accord. Mais il y a des migrations qui sont différentes d'année en année, D'une année sur l'autre. dépendant Des conditions climatiques. conditions climatiques. Ces oies, donc, on connaît donc effectivement maintenant l'origine de nos oies. On connaît leur site hivernal, leur site de nidification. On ne connaît pas encore vraiment la dynamique des populations. C'est pas évident. Deux oies bec court sont absolument identiques. Donc la méthode que l'on utilise chez les oiseaux, chez d'autres animaux aussi, mais en particulier chez les oiseaux, c'est le bagage, donc le marquage avec un code qui permettra de différencier un individu d'un autre. Alors l'énorme intérêt des échassiers ou des anatidés, c'est d'avoir des pattes ou des coups relativement proéminents qui permettent de mettre des marquages évidemment complètement inoffensifs, mais surtout qui sont lisibles par n'importe quel ornithologue, n'importe quel observateur. Par rapport aux passereaux, ou quand un bagueur pague un passereau, forcément c'est un autre bagueur Qui va devoir capturer. Voilà, parce que impossible de lire une combinaison à 7 chiffres sur une fauvette à tête noire. Donc il n'y a que quand l'oiseau sera mort ou recapturé par un autre bagueur qu'on pourra identifier l'oiseau. Là, l'énorme intérêt de ce type de marquage, voilà, c'est simplement le fait de pouvoir le voir à distance. Donc ce que vous pouvez voir, si vous allez sur les plages du côté de Dunkerque, justement, vous allez voir télescope. Ah oui, ou maintenant avec les appareils photo, on peut faire avec un zoom et zoomer après la photo, et on arrive à lire facilement. L'intérêt, c'est que n'importe qui peut lire les bagues, et donc on peut faire le suivi, donc connaissant la couleur de la bague et la combinaison, la couleur des caractères. Ce sont des programmes qui sont gérés au niveau européen pour que effectivement deux pays n'utilisent pas ni les mêmes combinaisons de couleurs ni les mêmes tailles de bagues, afin qu'on puisse vraiment individualiser l'oiseau, quel que soit l'endroit où il va se balader. Maintenant, il y a une réserve de 600 hectares ou même 600 plus. hectares, oui, Plus de oui, 600 oui, hectares. Ce qui est incroyable. Incroyable. Et c'est ça, pour la France, il faut absolument essayer de recréer ces niveaux. Mais j'ai vu la France, avec les conservatoires littoraux, Oui. on a fait déjà un très grand effort. Ouais. Maintenant, Encore il faut limiter un effort un peu important. la chasse Ouais. dans cet endroit. Ouais. Ça va être Ouais. difficile. Et à ce moment-là, vous avez toute la chance pour voir les oiseaux nicheurs, les oiseaux qui passent l'hiver, les oiseaux en migration. Ouais. Et j'espère que ça marchera. On espère, on croise les doigts. En tout cas, félicitations pour votre travail Merci. depuis ces dizaines d'années. Merci. Franchement, c'est un exemple pour l'Europe. Merci. Merci. C'est ça.